Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Intense activité diplomatique malgré une situation sécuritaire qui demeure toujours aussi fragile en interne. Les autorités de la transition burkinabé multiplient les déplacements dans leur voisinage immédiat. Le chef de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, était tour à tour au Mali et en Côte d'Ivoire au menu sécurité et relations bilatérales, mais aussi sur la durée de la transition. À ce propos, le président Damiba a promis que les engagements seront tenus. Nous en parlons avec le journaliste burkinabé Charles Bako, qui est en direct avec nous depuis Ouagadougou, la capitale du Faso. Bonjour à vous, Charles Bako. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs de Médian TV. Merci d'être avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes avec nous par téléphone depuis Ouagadougou. Alors, je le disais à l'instant, la situation sécuritaire demeure quand même extrêmement volatile au Burkina Faso avec cet attentat, ou en tout cas cette attaque qui a fait au moins 35 civils tués. On en a parlé ici, mais est-ce que vous pouvez revenir sur davantage de détails par rapport à cet incident? Oui, il faut dire que l'attaque de Djibo Bourzanga, c'est un convoi de ravitaillement qui était en destination de Ouagadougou, qui avait naturellement porté des civils qui voudraient en fait rentrer sur Ouagadougou. La situation est très très difficile à Djibo. La situation est difficile de vivre à Djibo. Ça fait maintenant 6 mois qu'il n'y a pas de réseau de téléphonie mobile et les villages environnants, c'est-à-dire Djibo compte 23 villages et avec 9 secteurs, les 23 villages environnants, les populations qui y résident ne peuvent pas accéder même à la ville de Djibo. Et aussi le marché de bétail, le grand marché de bétail de Djibo qui est fermé du fait des attaques terroristes. Sur les 9 secteurs à Djibo, il n'y a que 2 ou 3 secteurs qui marchent. Donc les populations sont en fait cloîtrées chez eux à la maison et c'est très difficile d'y rester. Voilà pourquoi un convoi spécial en tout cas a été mis en œuvre pour les ramener sur Ouagadougou. Et malheureusement, nous ne savons pas comment est-ce que les terroristes ont pu comprendre qu'un convoi spécial irait à Djibo pour amener des populations sur Ouagadougou qui a fait 35 morts et plus d'une trentaine de blessés. Alors, en tout cas, à vous entendre parler, on sent que quand même la situation est extrêmement sérieuse, que c'est comme si ces groupes aujourd'hui verrouillent carrément ces localités en fait du nord du pays. Oui, la région du Sahel est en proie, si tu vois justement sur le discours du bilan du chef de l'État, il n'y a pas eu concrètement une appréciation de ces localités-là du Sahel. C'est plutôt le nord, l'est et le centre-nord. Vous voyez, et c'est quand même difficile de comprendre pourquoi les terroristes s'en prennent comme ça au Sahel. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Les revendications ne sont pas visibles. C'est des attaques sans revendication. Donc, les Burkinabés ne savent pas ce que vraiment les terroristes recherchent concrètement. Alors, donc, ce qui veut dire que sur le terrain, l'armée demeure jusqu'à présent absente à ce niveau, c'est-à-dire à ce niveau territorial-là. Oui, par exemple, il y a des localités où l'armée n'est plus présente parce qu'elle a demandé un renfort où il n'y a pas eu de renfort. Donc, ils étaient obligés de plier bagages. Et les terroristes règnent maintenant dans ces localités-là à mettre des lieux. Donc, c'est difficile vraiment. Et du côté de l'armée aussi a évoqué aussi sa stratégie d'attaque où il ne peut pas mettre des éléments un peu partout pour couvrir tout le territoire national. C'est par stratégie, c'est par zone c'est par zone en fait d'intérêt que l'armée se déploie. Donc ça devient assez complexe maintenant. Les populations sont maintenant face à eux-mêmes par rapport à cette situation-là. Alors, sachant que l'un des arguments brandis par la junte actuelle au pouvoir à Ouagadougou, c'était justement de restaurer la situation sécuritaire, ne semble-t-on pas assister quand même à un début d'échec par rapport à la gestion sécuritaire dans cette partie du pays-là? Vous savez, depuis 2015, le Burkina Faso connaît une dégradation continue du contexte sécuritaire
et fait face notamment à ces attaques terroristes. Vous savez, ces phénomènes se sont amplifiés depuis 2019. Et là, il a affecté maintenant la moitié du territoire. La capitale Ouagadougou même est déconseillée, sauf pour des raisons impératives. Vous voyez, et il y a des efforts qui sont menés, il y a des engagements, il y a en tout cas de l'offensive sur le terrain, mais malheureusement, le constat est que les attaques persistent. Les attaques persistent. Est-ce qu'il y a complicité? Est-ce qu'il y a des informations qui fuitent? Ou est-ce que ce sont les renseignements qui ne marchent pas efficacement? Donc, ce sont toutes ces questions-là qu'il faut régler avant vraiment de parler maintenant de reconquête territoriale, de protéger les Burkinabés. C'est une situation qui devient vraiment alarmante selon des citoyens même qui l'ont su dire sur des radios, sur des médias qui ont levé la voix. Voilà, la situation est très complexe, oui. La situation est très, très complexe. Alors, quelle est la réponse justement des autorités de Ouagadougou face à cette situation-là aujourd'hui qui, comme vous le dites, est extrêmement complexe? Oui, la junte au pouvoir a mené des actions offensives, elle a mené des opérations spéciales qui ont permis quand même de ramener une certaine accalmie. Par exemple, en mi-août, on a constaté un temps d'accalmie, voilà, où des informations qui véhiculaient qu'il y avait un certain engagement, une série de rencontres avec les terroristes pour tenter de ramener la paix dans ces régions. Mais est-ce que ce dialogue avec les terroristes a marché ou est-ce que ça n'a pas marché? Nous ne savons pas. Mais en réalité, l'armée faisait un travail minutieux sur le terrain pour libérer certaines zones. Bon, du moins, c'est ce que plusieurs informations ont rapporté et des communiqués aussi nous ont fait, ont fait cas. Donc, véritablement, nous ne savons pas si le dialogue a réellement marché ou qu'est-ce qui se passe. Et quand vous prenez le bilan fait par le chef de l'État Damiba, le bilan, il l'a fait à Dori. À Dori, c'est dans la région du Sahel. Mais juste après ce bilan, le lundi, il y a eu attaque. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une défiance, c'est comme s'il y avait des accords qui n'étaient pas respectés. Comme s'il y a défiance et des accords non respectés. Alors, cela n'empêche pas, en tout cas, la transition de continuer à surveiller ses relations avec ses pays voisins ainsi que les institutions régionales comme la CEDEAO. Le président de la transition, donc le lieutenant-colonel Damiba, était tour à tour au Mali et en Côte d'Ivoire. Alors, quels sont pour la junte, quel est l'objectif de ces visites au sein des pays voisins? On peut dire que le Mali est un pays, est un peuple frère, un peuple ami du Burkina Faso, tout comme la Côte d'Ivoire. Si le président Damiba se rend au Mali, c'est véritablement pour échanger en termes d'expérience et d'expertise. Voilà. Et ça peut être aussi une manière, comme ils l'ont su bien le dire, une solidarité vis-à-vis des échanges d'expérience, d'expertise pour l'armement et pour consolider aussi la frontière qui sépare le Burkina Faso et le Mali. C'est très important que ces militaires maliens et ces militaires burkinabés puissent coopérer en parfaite communion afin donc de pouvoir consolider leurs forces pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Donc, c'est vrai aussi qu'il y a le cas des 49 soldats ivoiriens qui sont en fait détenus au Mali. Alors, toutes ces questions reviennent en fait pour ramener le débat, pour ramener le dialogue sur la table, pour que en fait que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qu'il y ait une synergie d'action entre les deux communautés. Donc, si Damiba se rend au Mali, Damiba prend le pouls de la situation malien et accepterait aussi être conseillé, accepterait avoir aussi des appréciations sur la situation sécuritaire du Burkina Faso par son frère d'armes malien Assimi Goïta. Aussi, il est parti prendre, comme on le voit sur ces images, les conseils donc du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il a promis
que les engagements seront respectés concernant la durée de la transition. Alors, faites-nous un petit rappel de ces engagements de la junte. Je pense qu'il s'approche en tout cas de sa première année au pouvoir. Quels sont aujourd'hui les engagements que la junte compte respecter vis-à-vis de la CEDEAO notamment? Oui, parce que la junte doit respecter en fait ce calendrier électoral, cette feuille de route que la CEDEAO a établie et la CEDEAO a proposé, notamment les 24 mois pour rendre le pouvoir aux civils. C'est tous ces engagements plutôt qu'il faut respecter pour être véritablement dans le timing. Voilà, si Damiba réaffirme cet engagement, c'est pour dire qu'il ne va pas s'éterniser au pouvoir, c'est pour dire qu'il n'y aura pas en fait de tactique pour en tout cas tenter de rester au pouvoir. Ce sont des garanties diplomatiques que la communauté internationale aussi a besoin pour comprendre la position du Burkina Faso et où le pays est en train d'aller, où le Burkina Faso veut réellement aller. Donc ces garanties-là, si Damiba l'a dit haut et fort, c'est vraiment pour dire qu'il n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir. Il n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir et que donc peut-être les élections seront organisées au délai prévu pour remettre donc le pouvoir aux civils. Mais cela dit, il y a aussi un autre aspect qui a été évoqué lors de ce déplacement à Abidjan, c'est cette discussion en tout cas dans le cadre de la réconciliation nationale qui aurait impliqué l'ancien président Blaise Compaoré. Qu'en est-il exactement, Charles Bako? Oui. D'ailleurs, vous savez que l'ancien président Blaise Compaoré était à Ouagadougou et sa visite était perçue pour certains Burkinabés comme si ce n'était pas bienvenu. Donc, si Damiba se rend à Abidjan, c'est pour renforcer, c'est pour amener tous les puzzles sur la table et permettre aussi à la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire de comprendre que le destin du Burkina Faso appartient aux Burkinabés et il devrait en réalité être dans la même longueur d'onde, d'idées et d'ambition pour relever ce pays qui est maintenant à genoux. Voilà. Réconcilier aussi, si Damiba évoque ce cas, c'est aussi pour amener Alassane Dramane Ouattara à comprendre que ce processus-là requiert en fait la solidarité des chefs d'État africains pour qu'ensemble le continent puisse avoir un avenir meilleur. Pour qu'ensemble le continent puisse avoir un avenir meilleur. Alors, revenons à la situation interne au Burkina. On a fait état de l'arrestation de leaders, en tout cas d'un certain leader de l'opposition ou plutôt de membres de la société civile suite à une émission radio sur la base donc d'un bilan critique qui aurait été fait sur la première année de la transition, le bilan en tout cas de cette transition militaire. Alors cela conduit à s'interroger sur l'état de droit, la liberté d'expression. On sait que le peuple du Faso est habituellement un peuple qui tient à sa liberté d'expression. En termes de liberté, quelle est l'évolution exactement de la situation sur place depuis l'arrivée au pouvoir des militaires? Oui, vous savez, avec l'arrivée de cette junte au pouvoir, nous constatons de plus en plus qu'il y a des marches qui sont interdites, il y a des déclarations qui sont suivies, qui sont interdites, il y a des protestations qui sont interdites. Tout cela ne favorisera pas ce pouvoir de mieux diriger et de mieux ramener la cohésion sociale entre les Burkinabés. Ce qui s'est passé avec l'arrestation du membre du balai citoyen pour avoir critiqué le bilan des 5 mois du MPSR au pouvoir est à l'image en fait d'une situation qui va en fait replonger davantage le pays dans un déséquilibre social. Déséquilibre social parce que ce n'est pas le moment des arrestations. Voilà, le moment, il faut bien que dans un État démocratique, il y ait des critiques pour améliorer les situations. Vous voyez que
cette arrestation va encore remuer encore la plaie qui fait encore mal. Oui. Alors, comme vous le dites, c'est donc 5 mois de transition au Burkina Faso. Une année de transition, c'était plutôt en Guinée, donc en Guinée-Conakry, où donc là, la junte militaire vient de célébrer sa première année de pouvoir. Alors, cela dit, donc, après ces 5 mois de transition, comme vous le dites, on sent que les libertés sont un peu rognées. Comment donc réagit l'opposition ou la classe politique burkinabé, mais aussi la société civile face à cette situation-là? Quel est l'état des lieux à ce niveau-là? Oui, il faut dire que nous assistons à des déclarations qui sont en train de tomber pour dénoncer un peu ces arrestations d'activistes, ces arrestations de présidents d'OST et des membres de mouvements. Les politiques critiquent vivement ces arrestations qui ne favorisent pas un climat de sérénité au Burkina Faso. Voilà, donc en réalité, tous sont unanimes que pour que le Burkina Faso arrive aujourd'hui à redresser, à se remettre sur les rails, il faudrait de l'écoute. Il faudrait prendre en compte les appréciations et les critiques des uns et des autres. Voilà, c'est ce qui ressort en fait des déclarations de partis politiques et de certains OSC. Voilà, et ça ne va pas s'arrêter là parce que ça vient encore pour démontrer c'est un pouvoir qui vient contrecarrer par du forceps, voilà, qui n'aime pas les critiques, voilà, un pouvoir militaire. Voilà, et ça ne va pas faciliter les choses, alors que nous avons encore beaucoup de défis à relever. Le Burkina a beaucoup de défis à relever. Il a beaucoup de choses à réorganiser, tant sur le plan interne que sur le plan international. Une dernière question, Charles Bako. Pensez-vous que ces partis politiques aujourd'hui sont sur le point de suffisamment se réorganiser pour faire face aux échéances prévues à l'issue de la transition? Ça ne se fait pas ressentir puisque les organisations se font à l'interne. C'est vrai qu'on assiste à la création de nouveaux partis politiques qui se positionnent, mais ça se fait véritablement ressentir par de la discrétion. Nous ne savons pas les agendas que les partis politiques sont en train de mettre en place, la feuille de route qu'ils vont adopter pour reconquérir le pouvoir d'État. Ça reste vraiment dans le secret de Dieu, quoi. Voilà. En tout cas, on verra comment cela va évoluer. Merci à vous, Charles Bako. Je rappelle que vous êtes journaliste donc indépendant basé à Ouagadougou, la capitale du Faso. Merci à vous pour tous ces éclairages. Merci à vous, merci aux téléspectateurs de Midi Intime. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.